Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la romance, l'amour et les relations tirées des films hollywoodiens. Tout cet emballage magnifique n'a été créé que pour dissimuler une vérité simple mais cruelle. L'être humain est un animal très intelligent, très complexe, capable d'écrire des poèmes et de construire des vaisseaux spatiaux, mais toujours un animal soumis aux mêmes lois biologiques qu'il y a des milliers d'années. Elle peut vous parler d'âmes sœurs d'étoiles alignées et d'une organisation psychique subtile. Mais pendant que sa conscience dessine ces jolies images, son cerveau archaïque, sa partie reptilienne qui a des millions d'années, vous scanne en temps réel et ne répond qu'à trois questions fondamentales. Première, est-il fort? Deuxième, est-il fiable? Et troisième, la plus importante, est-il meilleur que les autres? De grands esprits tels que Freud et Jung. Carl Jung ont été les premiers à oser regarder, non pas dans le salon de l'esprit humain, mais dans sa cave sombre et poussiéreuse. C'est là dans l'inconscient que sont stockés les véritables fichiers opérationnels qui gouvernent le comportement. Et aujourd'hui, nous n'allons pas simplement jeter un coup d'œil dans cette cave. Nous allons pirater son système d'exploitation pour mettre en lumière les 10 instincts majeurs, les 10 micrologiciels qui dirigent la femme, même si elle ne l'admettra jamais elle-même. Cette connaissance changera à jamais votre vision du monde. Elle est dépourvue d'illusions et de sentiments, mais c'est elle qui vous donnera ce que 99% des hommes n'ont pas, la clarté. Vous cesserez de vous vexer, de vous énerver et de vous étonner de la logique féminine. Vous commencerez à voir les ressorts cachés de son comportement et serez capable de prédire ses actions avec une précision chirurgicale. Mais je dois vous prévenir, cette connaissance est dangereuse. Elle vous privera à jamais de vos illusions. Si vous êtes prêt à connaître la vérité aussi cynique soit-elle, mettez un j'aime à cette vidéo dès maintenant, afin que je voie que nous sommes dans la même meute. Et si vous êtes ici pour la première fois et que vous n'avez pas peur de la profondeur, abonnez-vous. Les faibles n'ont pas leur place ici. Et avant de commencer à décortiquer son micrologiciel, je suis très curieux de connaître notre géographie. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez. Voyons où se sont rassemblés les hommes les plus sensés. Acte, les instincts de choix et de hiérarchie. Instinct 1. L'hypergamie, le désir insatiable de trouver le meilleur. Commençons par le plus important, le fondement sur lequel tous les autres instincts sont construits. C'est le mot hypergamie. Il semble compliqué presque comme un terme médical, mais son essence est simple et impitoyable. L'hypergamie est la stratégie instinctive inconsciente de la femme visant à trouver le partenaire avec le statut le plus élevé qu'elle puisse atteindre. Et si l'occasion se présente de trouver un partenaire d'un rang encore plus élevé, son instinct la forcera au moins à envisager cette option. Il est crucial de comprendre ceci. Il ne s'agit pas de cupidité, de perversion ou d'amour vénal. C'est le programme de survie le plus ancien encodé dans son ADN. Pendant des millénaires seules, les femmes capables d'assurer les meilleures conditions à leurs enfants ont survécu et donné naissance. Et les meilleures conditions ne pouvaient être offertes que par l'homme le plus fort, le plus riche, en ressources et le plus haut placé dans la tribu. Celui qui était le meilleur. Ce programme fonctionne toujours aujourd'hui. Seuls les décors ont changé. Au lieu de la grotte, c'est un penthouse. Au lieu d'une peau de mammouth, des actions d'une entreprise prospère. Et au lieu de la force physique, le pouvoir et l'influence. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie réelle? Très simplement. Elle peut avoir un bon gars gentil et fiable. Il prend soin d'elle, il l'aime, mais il est juste normal. Et au travail, un nouveau patron apparaît confiant, charismatique, ambitieux, dont la parole fait loi pour tout le département. Et voilà que son scanner archaïque s'allume instantanément. Elle commence involontairement à comparer. Elle remarque comment le patron parle, comment il se tient, comment les autres le respectent. Sa conscience peut lui dire qu'elle aime son petit ami, mais son instinct, sa nature signale déjà « Attention, un objet de rang supérieur a été détecté ». Cela ne signifie pas qu'elle va immédiatement le quitter pour lui, mais cela signifie que le respect pour son partenaire actuel commencera à diminuer au niveau inconscient. Elle commencera à s'irriter plus souvent contre lui, à provoquer des conflits, à le critiquer pour des broutilles. Pourquoi? Parce que sa nature sent qu'elle s'est contentée d'une option sous-optimale. Elle a pour ainsi dire acheté une berline fiable, mais voit tous les jours une voiture de sport garée par la fenêtre. Et cette voiture de sport lui rappelle qu'elle aurait pu obtenir plus. Quelle est l'analogie historique ici? Pensez aux dynasties royales. Une princesse n'était jamais mariée à un fermier gentil et honnête.
Son mariage était un instrument. Elle était mariée au roi ou au prince le plus puissant pour renforcer l'État et assurer la survie de la lignée. Ses sentiments personnels n'avaient aucune importance face à l'opportunité biologique et politique. La femme moderne, en choisissant un partenaire à un niveau profond, résout exactement la même tâche. Elle cherche à conclure une alliance qui renforcera sa position et donnera un maximum de chances de survie à sa future progéniture. Quelle est l'erreur fatale commise par les hommes? Ils essayent de lutter contre cet instinct. Ils se vexent, traitent mal les femmes de vénales, exigent d'être aimées, non pas pour quelque chose, mais simplement. C'est comme se vexer contre la loi de la gravitation universelle. La deuxième erreur est d'essayer de mériter son amour par des cadeaux et des services sans augmenter son rang réel. Cela ne fait que la convaincre que vous êtes inférieur, puisque vous vous efforcez tant de l'amadouer. La seule façon de travailler avec l'hypergamie est de la comprendre et de l'accepter, et d'augmenter constamment, méthodiquement, sans agitation, votre propre rang aux yeux de la société, et par conséquent à ses yeux. Ne pas être un homme bien, mais être le meilleur. Instinct 2. La présélection. Le désir d'obtenir ce qui est approuvé par les autres. Le deuxième instinct est une conséquence directe du premier. Il est appelé présélection ou le principe de la preuve sociale. Son essence est que inconsciemment la femme est beaucoup plus attirée par l'homme qui est déjà sollicité par d'autres femmes. Sa valeur à ses yeux est multipliée si elle voit qu'il a déjà été approuvé et choisi par quelqu'un avant elle. Pourquoi ce mécanisme est-il si puissant? Revenons à la logique de survie. Le choix d'un partenaire est une entreprise risquée, et s'il s'avérait faible, peu fiable ou génétiquement incomplet, pour réduire ce risque, sa nature utilise un raccourci, une heuristique. Si d'autres femmes et ses concurrentes ont déjà jugé cet homme digne, cela signifie qu'elles ont déjà effectué leur vérification. Il possède probablement les qualités nécessaires. Cela lui économise du temps et de l'énergie et minimise les risques d'erreur. En fait, elle fait confiance au choix des autres femmes comme à un label de qualité. Dans la vie, cela fonctionne infailliblement. Un homme qui est assis seul dans un coin de bar peut être inaperçu pendant des heures, mais dès qu'il se retrouve au centre d'une compagnie joyeuse, entouré de belles femmes qui rient et interagissent avec lui, il devient immédiatement l'objet d'une attention soutenue de la part de toutes les autres. Ses actions sur cette bourse sociale montent en flèche. Ou un autre exemple. Un homme qui parle de ses anciennes partenaires avec respect et chaleur sans les dénigrer signale inconsciemment « Je suis quelqu'un avec qui les femmes veulent être. Je suis quelqu'un dont on garde de bons souvenirs. » C'est un aphrodisiaque extrêmement puissant. Faisons une analogie simple issue du monde des affaires. Imaginez deux restaurants identiques. L'un est absolument vide et devant l'entrée du second, il y a une file d'attente. Où irez-vous avec le plus de probabilité? Bien sûr, dans le second, vous ne savez rien de la qualité de la nourriture dans aucun des deux, mais la file d'attente, c'est-à-dire le choix des autres personnes, vous sert de signal puissant. Il y a quelque chose de précieux ici. La psychologie féminine fonctionne exactement selon le même principe dans cette question. Un homme entouré de l'attention féminine est un restaurant avec une file d'attente. Quelles erreurs les hommes commettent-ils ici? La première et la plus importante est la jalousie et la tentative d'isoler sa femme de la société. Cela crie l'insécurité et la faible estime de soi. L'homme montre qu'il a peur de la concurrence et donc il s'évalue lui-même peu. La deuxième erreur est de cacher ses relations passées ou d'en parler de manière négative. Cela donne l'impression qu'il n'a intéressé personne ou qu'il laisse derrière lui une terre brûlée. La bonne stratégie n'est pas de se vanter, mais de ne pas cacher, de démontrer que vous êtes une personne socialement recherchée qui sait construire des relations saines. C'est cela à réussir le test de la présélection. Instinct 3, le besoin d'un leader, le désir de suivre le chef. Le troisième instinct de ce bloc est le besoin profond, presque réflexe de la femme, d'avoir un leader. Elle ne cherche pas simplement un partenaire, mais le chef de meute. Un homme qui sait ce qu'il veut, où il va, et qui est prêt à prendre des décisions et à en assumer la responsabilité. En sa présence, elle peut se détendre et se permettre d'être faible, car elle sent le capitaine à la barre, et le navire ne déviera pas de son cap. Cet instinct trouve également ses racines dans le passé primitif. Un groupe d'hommes préhistoriques avec un leader fort et décisif avait beaucoup plus de chances de survivre dans un monde rude et dangereux. C'est lui qui décidait quand partir à la chasse ou migrer, comment se défendre contre les prédateurs. Les doutes et l'indécision du chef pouvaient coûter la vie
à toute la tribu. Par conséquent, dans la psyché féminine, une installation fondamentale s'est ancrée, suivre la force et la confiance, car c'est synonyme de sécurité et de survie. Inversement, la faiblesse et l'indécision d'un homme provoquent chez elle une anxiété et un mépris inconscient. Regardez comment cela se manifeste dans la vie quotidienne. Une situation classique. Un couple essaie de décider comment passer la soirée. L'homme voulant être gentil demande « Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire ». Il pense qu'il fait preuve d'attention, mais en réalité, il lui transfère la responsabilité de la décision. Il démontre une absence de position de leader. Son attirance chute à cet instant. Maintenant, comparez avec une autre approche. Ce soir, nous allons à ce nouveau restaurant italien. J'ai réservé une table pour 7 heures. Je suis sûr que tu vas adorer. Il a pris une décision. Il a pris la responsabilité. Il a agi en tant que leader. Et cela est incroyablement séduisant à un niveau instinctif. La meilleure métaphore ici est le tango. Dans cette danse, il y a une séparation claire des rôles. L'homme mène, il donne la direction, le tempo, il crée la structure de la danse. La femme suit, et c'est précisément dans ce fait de suivre qu'elle peut révéler toute sa grâce et sa beauté. Elle ne pense pas au pas suivant, elle fait confiance à son partenaire. Si l'homme dans le tango commence à douter, à trébucher, à demander à sa partenaire où aller ensuite, la danse est ruinée. La même chose se produit dans les relations. La femme veut danser, pas mener. La principale erreur de l'homme est de confondre le leadership avec la tyrannie et la dictature. Le leader n'est pas celui qui crie et opprime, c'est celui qui assume la responsabilité. La deuxième erreur est l'approche dite démocratique des relations, la tentative de tout faire 50-50. Aux yeux de sa nature, cela ressemble à un refus du rôle masculin. Elle ne cherche pas un partenaire commercial pour co-gérer la famille. Elle cherche un capitaine pour son navire. Et si le capitaine demande constamment l'avis du mousse, cela signifie qu'il n'est sûr ni de lui, ni de son cap. Et prendre la mer avec un tel capitaine est mortellement dangereux. Acte 2. Les instincts de survie et de sécurité. Instinct 4. La nidification. Le besoin d'un havre de paix sûr. Passons au deuxième acte. Si le premier concernait le choix du partenaire, le second porte sur l'assurance de la survie. Et ici, l'instinct puissant de nidification entre en scène. C'est un programme inné qui pousse la femme à aspirer à la création d'un espace sûr, stable et riche en ressources pour elle-même, et surtout pour sa future progéniture. Son cerveau scanne constamment la réalité pour évaluer la fiabilité de son nid. Le sens biologique de cela est évident. La grossesse, l'accouchement et les soins du nourrisson sont des périodes de vulnérabilité maximale. Pendant ce temps, la femme et son enfant dépendent entièrement de la protection et des ressources que l'homme et l'environnement peuvent fournir. Par conséquent, son instinct travaille en anticipation. Il la pousse bien avant l'arrivée des enfants à évaluer la fiabilité de leur future caverne, s'il y a assez de nourriture, de chaleur et si elle est protégée des menaces extérieures. À quoi cela ressemble-t-il aujourd'hui? Son intérêt soudain et apparemment sans raison pour vos plans de carrière, ces questions sur si vous allez continuer à louer un appartement ou si vous prévoyez d'avoir votre propre logement. Son attention accrue à vos habitudes financières. Ce n'est pas toujours de la vénalité pure, c'est l'activation du programme de nidification. Elle évalue inconsciemment si vous pouvez assurer la stabilité et la sécurité. Si un homme vit au jour le jour, n'a pas de plan ni d'économie financière, cela sonne comme une sirène d'alarme pour son instinct, il n'est pas un constructeur de nid fiable. On peut comparer cela au comportement des oiseaux. Avant de pondre ses œufs, l'oiseau ne se contente pas de faire un nid avec les premières brindilles trouvées. Il choisit soigneusement l'endroit élevé protégé des prédateurs. Il consolide la construction avec de l'argile et des toiles d'araignée pour que le nid ne s'effondre pas au premier coup de vent. C'est un travail complexe et méticuleux, dicté par l'instinct. La femme, en posant des questions inconfortables sur l'avenir, fait essentiellement la même chose. Elle vérifie la solidité de votre nid commun. L'erreur masculine principale ici est de balayer ces conversations, de percevoir son intérêt pour la stabilité comme de la pression ou une tentative de contrôle. Des phrases comme « Mais pourquoi tu t'inquiètes, on s'en sortira d'une manière ou d'une autre » ou « Je ne veux pas parler de ça maintenant » sont des signaux d'alarme pour son instinct de sécurité. Elles se traduisent dans son langage primitif comme « Je ne pense pas à l'avenir, je ne prévois pas d'assurer la sécurité, on ne peut pas compter sur moi ». La réaction correcte n'est pas nécessairement de promettre immédiatement d'acheter une maison,
mais de montrer absolument que vous avez un plan, que vous êtes un homme qui pense à l'avenir et qui contrôle la situation. Cela apaise son instinct et augmente la confiance. Instinct 5. Le test du protecteur. Les provocations inconscientes. Le cinquième instinct est l'un des plus difficiles à comprendre pour les hommes. C'est le besoin instinctif de la femme de tester son homme, de mener des stress tests inconscients pour s'assurer qu'en situation critique, il ne s'effondrera pas, ne paniquera pas, mais sera capable de la protéger, elle et sa progéniture. En psychologie, on appelle souvent cela des tests de cadre, ou plus simplement des shit tests. Pourquoi en a-t-elle besoin? Imaginez le monde antique. La menace pouvait survenir à tout moment, un tigre à dents de sabre, une tribu hostile, la famine. La survie de la femme dépendait directement de la capacité de son homme à garder son sang-froid et à agir résolument face au danger. S'il panique, devient agressif par peur ou tombe dans la stupeur, tout le monde périt. Par conséquent, un programme est intégré dans sa psyché qui l'oblige à piquer l'ours avec un bâton de temps en temps pour observer sa réaction dans un environnement sûr et contrôlé. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie moderne? Une crise de jalousie soudaine et irrationnelle pour rien, une critique acerbe de ses passions ou de ses amis, une querelle gonflée à partir d'une cause insignifiante. À ce moment-là, elle n'est pas tant mécontente de la cause elle-même, mais elle teste sa réaction. Que fera-t-il? Commencera-t-il à se justifier, se mettra-t-il en colère, écrira-t-il, se vexera-t-il et se refermera-t-il sur lui-même? Toutes ces réactions sont des échecs au test. Elles montrent une instabilité émotionnelle qu'il n'est pas un rocher, mais plutôt un tas de sable. On peut comparer cela à la façon dont les ingénieurs vérifient un pont avant de le mettre en service. Ils ne se contentent pas de regarder les plans, ils y font rouler des camions chargés, créent des vibrations, mesurent les fléchissements. Ils créent intentionnellement une charge maximale pour s'assurer que la structure la supportera avec une marge de sécurité. La femme, en organisant une tempête émotionnelle, est essentiellement en train de faire rouler un camion sur la construction émotionnelle de son homme pour en vérifier la solidité. L'erreur fatale de l'homme est de prendre ses tests au pied de la lettre et de s'y impliquer émotionnellement, d'essayer de débattre sur le fond, alors que l'essence n'est pas la cause, mais la réaction. La seule façon de réussir un tel test est de conserver un calme complet et une imperturbabilité. On peut utiliser l'humour, changer de sujet. On peut simplement l'étreindre et montrer silencieusement que sa tempête émotionnelle ne vous affecte pas du tout. Cela démontre la force. Cela montre que votre rocher est inébranlable. Et c'est exactement ce que son instinct veut voir. C'est précisément pour cette analyse honnête et impitoyable que notre chaîne a été créée. Nous ne racontons pas de contes de fées, nous exposons la réalité. Si c'est l'approche que vous recherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner. Instinct 6. La peur de la solitude. L'horreur de l'exclusion de la meute. Le sixième instinct qui achève le bloc de la sécurité est la peur primitive et dévorante de la solitude. Ce n'est pas seulement la peur de rester sans partenaire, c'est l'horreur profonde d'être exclu de la meute, de se retrouver en isolement social. Pour un homme, la solitude peut être un état temporaire de ressourcement, mais pour la psyché féminine, c'est un signal de danger mortel. La raison biologique de cette peur est limpide. Au temps préhistorique, une femme exclue de la tribu était condamnée. Seule, elle ne pouvait ni trouver assez de nourriture, ni se protéger, elle et son enfant, des prédateurs. Le lien social, l'appartenance au groupe n'était pas une question de confort, mais une question de survie au sens le plus direct du terme. Cette ancienne horreur vit toujours dans son inconscient. Cet instinct explique beaucoup de choses dans son comportement. Par exemple, l'énorme importance des réseaux sociaux, de la communication constante avec ses amis, des discussions et des potins. Ce n'est pas seulement du bavardage, c'est une synchronisation constante avec sa meute, une confirmation de son statut et de son appartenance. De là découle également sa peur du jugement public, la peur de ce que les gens vont dire. Ce n'est pas seulement un complexe, c'est l'écho de la peur d'être rejeté par la tribu. Sa conformité accrue son désir de suivre la mode et les tendances sociales est aussi une manière d'être accepté et d'éviter l'exclusion. En guise d'analogie, on peut citer la meute de loups. Un loup solitaire est un personnage tragique. Il est faible, vulnérable, et ses chances de survie sont minimes. La force du loup est dans la meute. C'est la meute qui lui permet de chasser de grandes proies et de défendre son territoire.
De même, la femme puise sa force et son sentiment de sécurité dans son groupe social, son cercle féminin. Ce cercle lui apporte soutien, information et protection. Les hommes commettent souvent une erreur grossière ici, en sous-estimant l'importance de ces liens sociaux. Ils peuvent ironiser sur ses longues conversations avec ses amis, essayer de limiter sa communication, être jaloux de sa vie sociale. Ce faisant, ils ne renforcent pas la relation, mais au contraire, activent sa peur profonde de l'isolement. Elle perçoit cela comme une tentative de la couper de sa meute, ce qui la rend entièrement dépendante de lui seul, et cela l'effraie au plus profond d'elle-même. L'homme intelligent, au contraire, comprend que ses liens sociaux sont sa ressource et son soutien qui la rendent plus stable et heureuse. Il ne lutte pas contre sa meute, il la respecte. Acte 3. Les instincts d'attirance et de relation. Instinct d'Ascenset. Le syndrome de l'excellent élève. Le désir d'être la meilleure pour le meilleur. Le troisième acte est consacré aux mécanismes qui régissent à l'attirance et la dynamique au sein du couple. Et le septième instinct peut être appelé de manière informelle le syndrome de l'excellent élève. Son essence, la femme s'efforce d'être la meilleure version d'elle-même, uniquement pour l'homme qu'elle considère comme le meilleur, c'est-à-dire un homme de haut rang. Son comportement est le miroir direct de son respect pour son partenaire. Ce mécanisme est directement lié à l'hypergamie. Si elle voit en l'homme le leader, le chef de meute, elle veut instinctivement lui correspondre. Elle veut être la meilleure femelle pour le meilleur mâle, afin de le retenir et de s'assurer de ses ressources et de sa protection. Dans cet état, elle devient la plus féminine, attentionnée, conciliante et soutenante. Elle s'efforce, pour ainsi dire, d'obtenir un A du professeur le plus strict et le plus respecté. Vous pouvez l'observer dans la dynamique. Rappelez-vous le début de la relation, lorsque l'attirance et le respect sont à leur apogée. Elle essaie d'être la plus belle. Elle cuisine ses plats préférés, écoute avec enthousiasme ses histoires de travail. Elle est en mode excellent élève. Et maintenant, regardez les couples où le respect pour l'homme s'est éteint. Nous y voyons une image complètement différente, critique éternelle, mécontentement, absence de soins. Elle ne cherche plus à lui plaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne le considère plus comme le meilleur. Elle a cessé de voir en lui celui pour qui il vaut la peine de faire des efforts. Imaginez un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Il se donnera à 100%, respectera le régime, écoutera son entraîneur. Il est motivé parce que l'objectif est suprême. Maintenant, imaginez le même athlète lors de l'échauffement matinal à la maternelle. Fera-t-il les mêmes efforts? Bien sûr que non. L'objectif ne vaut pas l'effort. De même, la femme n'active son mode de rendement maximal que lorsqu'elle considère l'homme comme une Olympiade digne de ce nom. Si à ses yeux il n'est qu'un échauffement de maternelle, elle ne se fatiguera pas. L'erreur de l'homme est de penser que son comportement au début de la relation est son paramètre de base. Il se relâche, cesse de se développer, perd son rang et s'étonne ensuite que sa douce chatte se soit transformée en tigresse enragée. Il ne comprend pas que ce n'est pas elle qui a changé. C'est lui qui a changé à ses yeux. Elle a simplement cessé de voir en lui celui pour qui il vaut la peine d'être l'excellent élève. La conclusion est simple. Si tu veux qu'une reine soit à tes côtés, soit un roi, son comportement sera toujours le reflet de ton statut à ses yeux. Instinct 8. L'attachement émotionnel. Le besoin de grooming. Le huitième instinct est responsable du lien à long terme. Une fois que la passion initiale s'estompe, la relation a besoin d'une colle pour maintenir les partenaires ensemble. Et cette colle est l'attachement émotionnel formé par un processus que la biologie appelle le grooming, le toilettage. Dans les relations humaines, ce n'est pas l'épouillage des parasites, mais l'intimité non sexuelle, les conversations, les câlins, les expériences partagées, les attentions. Pourquoi la nature en a-t-elle besoin? Pour que l'homme ne parte pas après la conception de l'enfant, mais reste pour l'aider à grandir. Pour cela, la seule attirance physique ne suffit pas. Un lien psycho-émotionnel solide est nécessaire. Ce lien se forme grâce à l'hormone ocytocine qui est activement produite lors des étreintes, des conversations profondes, des rires partagés. L'ocytocine est appelée hormone de la confiance ou hormone de l'attachement. C'est elle qui est cette colle. C'est cet instinct qui explique son besoin apparemment irrationnel de juste parler. Quand elle vous raconte sa journée, ses problèmes au travail ou une dispute avec une amie, elle ne cherche pas toujours une solution, elle cherche le grooming émotionnel. Elle a besoin de votre attention, de votre sympathie, de la confirmation que vous êtes de son côté.
Il en va de même pour les touches non sexuelles, se tenir la main, se blottir sur le canapé en regardant un film. Pour l'homme, cela peut sembler anodin, mais pour son instinct, c'est un rituel essentiel de confirmation du lien et de la sécurité. L'analogie peut être faite avec les primates. Les singes peuvent passer des heures à s'épouiller mutuellement. Ce processus de grooming n'a pas tant une fonction hygiénique qu'une fonction sociale. Il soulage la tension, renforce les liens hiérarchiques et maintient la paix dans la meute. Pour la femme, les conversations et les étreintes sont l'équivalent humain de ce toilettage. C'est une façon d'épouiller la fourrure au niveau émotionnel, renforçant le lien. L'erreur masculine ici est de dévaloriser ce besoin, d'écarter ces conversations avec une phrase du type « Viens-en au fait ». Éviter les câlins et le contact tactile en dehors de la chambre. L'homme qui agit ainsi refuse en substance d'ajouter de la colle à la relation. Avec le temps, le lien s'affaiblit et la construction du mariage ou du partenariat commence à vaciller. Même la maison la plus solide s'effondrera si on en retire peu à peu le ciment. Le grooming émotionnel est ce ciment pour la relation. Instinct 9. L'instinct maternel comme arme, le soin comme contrôle. Le neuvième instinct est le plus aigu, le plus ambigu et le plus sombre de tous. Nous sommes habitués à percevoir l'instinct maternel comme quelque chose d'exclusivement lumineux et positif. Mais comme toute force de la nature, il a son côté sombre. Parfois, son attention et sa tutelle peuvent se transformer non plus en une manifestation d'amour, mais en un puissant outil de contrôle et une manière de créer de la dépendance. Quel est le mécanisme biologique? La tâche principale de la femme est de retenir un partenaire précieux qui fournit des ressources et une protection. L'une des façons les plus efficaces de le faire est de l'affaiblir et de le rendre dépendant d'elle. Si un homme ne peut pas prendre soin de lui-même, s'il est aussi impuissant dans la vie quotidienne, qu'un enfant, la probabilité qu'il parte diminue considérablement. Où irait-il un homme si inadapté? Comment cela se manifeste-t-il? C'est ce qu'on appelle la surprotection ou l'hyperparentalité. Cela commence par des bagatelles. Ne touche pas, je vais faire la vaisselle moi-même, tu vas tout salir. Laisse-moi te préparer ton déjeuner pour le travail. De toute façon, tu vas oublier. Tu n'as pas besoin de voir cet ami. Il a une mauvaise influence sur toi. Progressivement, pas à pas, elle assume de plus en plus de fonctions que l'homme pourrait très bien exercer lui-même. Elle ampute pour ainsi dire son autonomie, transformant un homme adulte en un autre de ses enfants. C'est très similaire à ce que l'on appelle en psychologie la détresse apprise ou impuissance acquise. Si un chien reçoit des chocs électriques pendant longtemps sans possibilité d'y échapper, il finit par se coucher et gémir même quand une issue est disponible. Il a appris à être impuissant. La femme qui pratique l'hyperparentalité crée instinctivement un environnement similaire pour l'homme. Elle le convainc que sans elle, il ne peut pas s'en sortir. Et le plus terrible, c'est qu'avec le temps, l'homme commence à y croire. La principale erreur de l'homme est d'accepter ce jeu avec joie. C'est confortable pour lui. Il est servi, on prend soin de lui, ses problèmes sont résolus. Il pense qu'il a trouvé la femme idéale, mais en réalité, il tombe lentement dans un piège savamment tendu. Il perd ses compétences, sa volonté, son indépendance. Il échange sa liberté et son estime de soi contre une assiette de soupe chaude. L'antidote ici est unique, ne jamais céder son autonomie remerciée pour le soin, mais toujours conserver les fonctions clés, savoir cuisiner, s'occuper de ses affaires, prendre ses propres décisions et en assumer la responsabilité. Instinct 10. L'économie sexuelle. L'énergie comme investissement. Et enfin, le 10e instinct qui régule la sphère la plus intime des relations est le principe de l'économie sexuelle. Son essence est simple. L'énergie sexuelle féminine est une ressource extrêmement précieuse et limitée, et sa nature ne lui permettra pas de dépenser cette ressource sur un partenaire peu prometteur de bas rang ou peu fiable. L'intimité pour elle n'est pas seulement un plaisir. C'est un acte de la plus haute confiance et un investissement. Pourquoi cela? Revenons à la biologie. Le coût d'un seul acte sexuel pour l'homme et la femme est disproportionné. Pour l'homme, les risques sont pratiquement nuls. Pour la femme, les conséquences potentielles sont la grossesse 9 mois de gestation, un accouchement dangereux et de nombreuses années d'éducation d'un enfant. L'évolution ne pouvait pas ignorer cet écart colossal dans les enjeux. Par conséquent, un dispositif de sécurité extrêmement puissant est intégré dans la psyché féminine qui dit « Sois sélective, investis ton énergie et ton corps uniquement dans le plus digne ». Cela explique pourquoi le prélude est si important pour elle.
Et pas seulement dans la chambre à coucher, mais aussi en dehors la cour, les compliments, les cadeaux, les preuves d'attention. Tout cela est pour son instinct une preuve de ses intentions et de sa richesse en ressources. Il montre qu'il est prêt à s'investir et non pas simplement à prendre ce qu'il veut et disparaître. Son non ou pas aujourd'hui n'est pas toujours un caprice. C'est souvent une vérification instinctive. À quel point es-tu vraiment intéressé par moi? Es-tu prêt à investir davantage ou vas-tu reculer à la première difficulté? Imaginez un investisseur d'élite qui gère un fonds de plusieurs milliards. Il n'investira pas d'argent dans la première start-up venue qu'on lui propose dans la rue. Il effectuera un audit approfondi, étudiera le plan d'affaires, évaluera l'équipe, calculera les risques. Et seulement après s'être assuré d'une forte probabilité de succès, il signera le chèque. La nature féminine est un investisseur tout aussi rigoureux. Son corps et son énergie sexuelle sont son capital principal, et elle ne les investira pas dans un projet peu fiable. L'erreur principale des hommes est la pression et le ressentiment. Lorsqu'un homme essaie de mendier l'intimité, se met en colère ou lui reproche sa froideur, il commet le pire. Il démontre qu'il n'est intéressé que par l'obtention d'une ressource et non par elle-même. Il se comporte non pas comme un partenaire fiable, mais comme un quémandeur impatient. Cela fait instantanément chuter son statut à ses yeux et force son instinct à fermer les portes encore plus hermétiquement. La bonne voie n'est pas d'exiger, mais de créer de la valeur. Être cet homme dont l'intimité avec lui est pour elle, non pas une faveur, mais un privilège, le projet même dans lequel elle voudra elle-même investir. Conclusion. Comment cesser de faire la guerre à la nature et commencer à gagner? Ainsi, nous avons analysé les 10 instincts clés, les 10 programmes de base qui sont installés dans le système d'exploitation de chaque femme. L'hypergamie, la présélection, le besoin de leader, la nidification, les tests du protecteur, la peur de la solitude, le syndrome de l'excellent élève, le besoin de grooming, le côté sombre de l'instinct, maternel et l'économie sexuelle. Quelle est la principale conclusion que nous pouvons en tirer? Elle est simple et fondamentale. Vous ne pouvez pas changer sa nature. Essayez de la transformer, de se vexer de ses instincts, d'invoquer la logique là où règnent des millions d'années d'évolution, c'est comme crier à un ouragan de changer de direction. C'est stupide, futile et énergivore. Mais le fait que vous ne puissiez pas changer cela ne signifie pas que vous êtes impuissant. Au contraire, en acquérant cette connaissance, vous obtenez ce que l'on pourrait appeler un manuel d'utilisation. Vous cessez d'être un chaton aveugle qui se cogne contre une porte fermée. Vous commencez à voir les mécanismes cachés, à comprendre les vraies raisons de ces actions apparemment illogiques. Sa froideur soudaine n'est pas un caprice, mais peut-être une réaction à la chute de votre statut. Ses reproches ne sont pas un désir de vous blesser, mais très probablement un test de votre stabilité émotionnelle. En comprenant ces 10 lois, vous sortez du jeu où vous étiez un pion et devenez un joueur qui connaît les règles. Vous ne vous vexerez plus de la soi-disant logique féminine, car vous saurez que ce n'est pas de la logique du tout, mais de l'instinct. Et cet instinct, contrairement à l'humeur, est très prévisible. Vous pourrez anticiper ses réactions, éviter les angles vifs, et surtout vous comporter de manière à ce que sa nature voie en vous ce meilleur qu'elle veut suivre instinctivement. Vous cessez de faire la guerre à la rivière et commencez à naviguer sur le courant en utilisant sa force à vos propres fins. Aujourd'hui, nous avons décortiqué ces 10 instincts principaux. Mais la connaissance sans action est inutile. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons comment agir. Je vous donnerai 5 règles de comportement concrètes basées sur ces instincts qui vous permettront de cesser d'être mené et de devenir celui qui mène. Pour ne pas manquer ce guide pratique, assurez-vous d'être abonné et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Aimer M.